Chers amis de Paix et Guerre, bonjour. Nous sommes le 4 mars 2026. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle mondoscopie que je vais consacrer, vous vous en doutez, évidemment, à la situation en Iran et au Moyen-Orient. Je l'ai intitulée, avec une sorte d'humour noir très triste, une frappe de décapitation à double tranchant. J'aurais pu dire d'ailleurs aussi le régime change est aussi en l'espèce à double tranchant. Je ne me suis pas exprimée depuis samedi, depuis le début de l'offensive américano-israélienne. Il y avait trop d'infos partout dans tous les sens, tout le monde s'est précipité, tout le monde veut mettre son grain de sel. Il y a beaucoup de fausses images, beaucoup de fausses infos, beaucoup de café du commerce aussi. Et je voyais pas très bien ce que je devais ou pouvais rajouter à tout ça à chaud. J'ai donc préféré attendre un peu, voilà, plutôt que de regarder par le petit bout de la lorgnette et de donner dans le prisme pseudo-moral qu'on a toujours en France comme réflexe, en prétendant faire d'analyse. Pour moi, encore une fois, ce que je vais essayer de vous proposer ce soir, ça n'est pas si vous voulez, pour moi, le problème, c'est pas de soutenir, de ne pas soutenir un régime, un pays, ni de dire que sa nature est dictatoriale, répressive, autoritaire, totalitaire, ou je ne sais quoi. Le double standard est tellement gigantesque à l'échelle de la planète, et nous soutenons des régimes tellement dictatoriaux ou autoritaires dans certains pays, chanciliers, que pour moi, ça n'est pas le sujet. Pour moi, le sujet, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe et d'anticiper peut-être un peu les grands mouvements géopolitiques qui sont consécutifs à des accélérations comme celle à laquelle on vient d'assister, on est en train d'assister. J'en profite pour finir avec quand même un énorme mensonge qui passe plus la rampe, qui ne tromperait pas un enfant de 6 ans, je pense, même avant l'âge de raison, même avant les 7 ans. On ne déploie pas de porte-avions, des centaines d'avions de chasse, des milliers d'hommes pour aider un peuple à se libérer du joug d'un régime fut-il épouvantable, agressif, terroriste. Bon, il faut quand même être sérieux. Et quand on voit d'ailleurs l'offensive américaine, enfin ce que font là à l'heure actuelle les États-Unis et Israël sur l'Iran et sur des zones immensément peuplées, ne serait-ce qu'à Téhéran, mais partout, on voit bien que le sujet n'est pas de libérer ou de protéger une population. C'est donc pas un problème de bons contre les méchants ou de la démocratie libérale triomphante contre le totalitarisme ou même le terrorisme. On est, à mon avis, beaucoup plus sûrement face à une manœuvre dont j'ai déjà parlé, qui est une manœuvre géostratégique, qui est une manœuvre majeure, d'ampleur, et que ce soit le déclenchement des frappes américaines et israéliennes contre l'Iran, ou que ce soit la riposte iranienne d'ailleurs, tout cela exprime une lutte décisive, à mon avis, vraiment cardinale, très importante, existentielle, en tout cas du point de vue de l'Iran, c'est évident. Du point de vue d'Israël, c'est ce qui est dit et on peut imaginer qu'il le pense sans doute, en tout cas que la population israélienne, probablement, elle, le pense en grande partie. Mais c'est surtout une poussée, à mon avis, ultra-violente, de plus en plus violente, de plus en plus désinhibée, de ce qu'on appelle l'hégémone américain, enfin des États-Unis, qui sont fragilisés depuis des années par l'émergence et la consolidation de l'axe des BRICS et qui veulent dynamiter ce processus en fait. Et évidemment, le trio dans cette dynamique des BRICS, le trio Russie, Chine, Iran, enfin l'Iran au milieu, est central au plan économique, au plan énergétique, au plan géoéconomique, si vous voulez, et au plan stratégique. Donc, c'est le point, l'Iran de ces trois pays est évidemment le point le plus faible, ça n'est pas pour rien sans doute dans les calculs des stratèges américains. Et puis, il y a cette logique de fragmentation du Moyen-Orient,
Dieu sait si les accords Sykes-Picot étaient imparfaits, et on a tracé à la règle des frontières entre en mélangeant des populations, des religions, des histoires complètement différentes. Donc on a créé effectivement des structures artificielles d'une certaine manière, mais là, on est reparti dans une logique de fragmentation ultime, ultra, si vous voulez, qui est aussi extrêmement dangereuse à mon avis. Et voilà, c'est le nouveau Grand Moyen-Orient qui est en train d'être complètement bousculé par ce qui se passe actuellement. J'avais déjà prévenu évidemment des risques qu'il y avait pour les États-Unis et pour Donald Trump d'ailleurs lui-même à titre politique, de se lancer dans cette aventure, dans la décision de frapper l'Iran. Je pense que c'est vraiment lesté de risques considérables pour sa présidence et pour le monde entier, et on commence à s'en rendre compte, mais il l'a fait. Il l'a fait, on y est, donc maintenant, il faut regarder ce qui se passe. C'est un pari à haut risque, et c'est un pari qui n'est pas encore gagné, à mon avis, en dépit de toutes les déclarations, il y en a toutes les 5 minutes, des responsables américains, notamment du ministre de la Défense, Pete Hegseth, qui explique que le ciel iranien sera bientôt totalement dominé par les États-Unis, qu'ils vont envoyer des bombes de puissance considérable, qu'ils ont en nombre illimité. Enfin, si vous voulez, c'est des déclarations quand même assez ahurissantes, parce qu'elle ne s'adresse pas qu'aux Iraniens, elle s'adresse bien sûr à tout le Moyen-Orient, elle s'adresse au monde islamique d'une certaine façon, elle s'adresse aussi aux alliés, pas seulement des pays arabes, mais aux alliés européens, enfin elle s'adresse au monde entier, elle s'adresse aux Russes et elle s'adresse aux Chinois. En tout cas, voilà, moi je vois ça, si vous voulez, globalement, après on va rentrer dans le détail de ce qui s'est passé, mais je vois ça globalement comme une tentative par les États-Unis de passer en force, pendant qu'ils le peuvent encore, sans doute, c'est ce qu'ils ont en tête, pour casser la multipolarisation du monde, la division du monde en sphères d'influence, et évidemment, cette division, si elle se poursuit, les ravale au rang d'une énorme puissance naturellement, et des maîtres d'une sphère d'influence, mais enfin des maîtres d'une sphère d'influence à l'échelle du monde. Et ça leur semble évidemment bien trop petit. Donc pour eux, il s'agit de rétablir en fait leur ancienne hégémonie. La cible ultime, c'est la Chine, son économie, sa croissance, son déploiement aussi de puissance militaire montante, même si ça n'est pas de manière agressive. Et bien sûr, pour faire ça, il faut casser tout ce qui peut aider la Chine. Voilà, que ce soit l'édifice des BRICS ou que ce soit simplement les États qui lui livrent du pétrole. Et donc pour ça, écoutez, il est clair que les États-Unis n'ont que faire du droit international, n'ont que faire de l'ONU, n'ont que faire du Conseil de sécurité des Nations Unies, n'ont que faire, d'ailleurs, comme l'a dit leur ministre de la Défense, encore lui, des règles d'engagement, n'ont que faire d'ailleurs de se coordonner, à vrai dire, même avec leurs alliés occidentaux et notamment européens, parce que les intérêts ne sont pas toujours alignés à 100%, parce que ça prend du temps, parce que c'est trop lent. Donc il y a clairement un sentiment, si vous voulez, de toute puissance et d'impunité. Il n'y a plus de masque, il n'y a plus rien. C'est ce que j'avais appelé dans une autre mondoscopie la politique de pure puissance. Et donc, ça a donné cette opération lancée samedi dernier, vendredi soir, qui s'appelle Epic Fury, n'est-ce pas? Fureur épique. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé, parce que ça prendrait des heures. Vous suivez tous certainement, vous qui m'écoutez, les informations, les fils Telegram. J'espère que vous ne vous contentez pas des informations, évidemment, des grands médias. Mais enfin, voilà, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été fait, sur le lancement des frappes, sur déjà les premiers dommages collatéraux massifs. Je pense à l'école avec les 170 petites filles et professeurs qui ont été tués.
Il y a déjà les premiers morts américains, il y a 3 F-15 au Koweït qui ont été descendus en fait par les Koweïtis, mais qui essayaient de contrer manifestement des missiles iraniens qui donc ciblaient ces avions, d'après ce qu'on sait. Voilà, encore une fois, je ne dis rien qui ne soit absolument, absolument certain, parce qu'on est vraiment effectivement dans le brouillard de la guerre, donc il est très compliqué d'avoir des informations définitives sur les événements en temps quasi réel ou même avec un tout petit peu de délai. Donc il faut rester très prudent, mais enfin, tout ça, ça a commencé par une frappe dite de décapitation, et ça c'est ce que voulait Israël, et c'est ce qu'Israël a réussi finalement à pousser les États-Unis et Donald Trump à faire, une frappe de décapitation qui, je crois, a été menée d'ailleurs par les forces israéliennes, qui visait donc à décapiter le régime, à enlever toute la couche supérieure des dirigeants, à la fois des gardiens de la révolution, du pouvoir, et parmi, alors il y a beaucoup de gens qui sont morts, une cinquantaine sont morts dans cette frappe, et parmi eux, primus inter pares, si j'ose dire, le guide suprême iranien, Ali Khamenei. Et ça n'est pas parce que c'est le guide suprême iranien Ali Khamenei que je dis cela et que je m'en inquiète, mais c'est parce que c'est évidemment un coup porté au monde chiite, et même au-delà, qui est considérable et dont je ne suis pas certaine que c'était une très bonne décision, voilà, que de le frapper et de le tuer. Bon. Au stade où nous en sommes, les attaques se poursuivent dans tous les sens, le détroit d'Ormuz est bloqué, non pas officiellement par l'Iran, mais de facto, parce qu'en fait, toutes les compagnies qui assurent les navires ne veulent plus les assurer. Les Iraniens attaquent avec des drones sur certains navires quand il y en a un qui se hasarde. Ils n'ont pas encore miné le détroit d'Ormuz, mais enfin, ça pourrait arriver. Ils ont bien sûr répliqué à la première vague d'attaques, comme ils l'avaient dit d'ailleurs, ils avaient prévenu, on attaquera partout, sur tous les intérêts américains dans la région, c'est ce qu'ils ont fait, donc il y a quand même 14 bases américaines qui ont été touchées. Il n'y a pour l'instant aucun signe, en tout cas rapporté, de fracturation du pouvoir iranien. J'allais dire, les décapités ont été remplacés d'abord. Il y a un nouveau guide suprême qui est le fils d'Ali Khamenei. Il y a une structure institutionnelle qui tient, et je reviendrai là-dessus. Et il n'y a aucune fracturation manifeste, en tout cas, au sein des gardiens de la Révolution ou au sein de l'armée. Il n'y a pas non plus de soulèvement de la population. Bon, il faut dire qu'avec ce qui est en train de lui tomber dessus partout, ça ne doit pas être très simple de se soulever non plus. On voit bien que les Iraniens montent graduellement en puissance dans leur riposte, c'est-à-dire qu'ils ont commencé par envoyer, pour drainer en fait les frappes de la part des Israéliens et des Américains, ils ont commencé par envoyer, j'allais dire, leur vieux stock, leurs vieux missiles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour l'Iran, il est clair que les termes de la victoire ne sont pas les mêmes que pour les États-Unis ou pour Israël. Pour l'Iran, en fait, il s'agit d'encaisser le choc, de tenir et d'être capable de mener une guerre d'attrition, de mener une guerre qui va petit à petit mettre les Américains face à leurs limites, à la fois matérielles, en termes, on l'a déjà beaucoup dit, de défense antiaérienne, d'intercepteurs, de missiles, etc. Bon, il y avait de grosses inquiétudes du Pentagone, mais manifestement Trump n'en a pas tenu compte. Le président américain n'a pas cru aux alertes même de son chef d'état-major des armées, le général Kane. Donc,
voilà, pour en revenir aux Iraniens, si vous voulez, évidemment, c'est très déséquilibré, hein, l'Iran n'est pas capable de gagner militairement contre les États-Unis. Mais gagner pour eux, c'est déjà ne pas mourir, c'est tenir, c'est conserver une structure d'État, une structure institutionnelle qui marche, conserver un corps des gardiens qui ne se fracture pas et qui ne se retourne pas, c'est ça gagner. Donc voilà, il faut par ailleurs essayer de faire en sorte que, même s'il y a des ripostes sur les bases américaines au sein des pays de la région, il y ait quand même des relations qui restent supportables avec tous ces États, alors que, évidemment, du côté américain-israélien, il s'agit de casser les relations entre l'Iran et les États arabes de la région, les États sunnites, même, et au premier rang desquels, évidemment, la Turquie, mais surtout l'Arabie saoudite. Parce que finalement, il faut se souvenir que tout ça, bien sûr, il y a les accords d'Abraham que les Américains et les Israéliens essaient de faire avec avec le plus grand nombre possible d'États de la région, mais il y avait aussi un rapprochement pragmatique entre l'Iran et l'Arabie saoudite, souvenez-vous, qui avait commencé à se formaliser en 2023. Bon, pour l'instant, avec la riposte iranienne, évidemment, les pays arabes, ils sont en très mauvaise posture. D'abord, ils se rendent compte que c'est bien d'avoir loué des bases américaines contre de la sécurité, soi-disant, aux États-Unis, mais en fait, ça en fait des cibles. Ça démontre leur faiblesse, ça démontre que les Américains ne peuvent pas les défendre. Donc, ils découvrent leur véritable statut, si vous voulez. Après, il y a des pays, je pense à Bahreïn, où évidemment la quasi-totalité, enfin le pouvoir est sunnite, mais la population est chiite. Donc là, il commence à y avoir des soulèvements, des protestations importantes, etc. Il se dit d'ailleurs que les Saoudiens enverraient peut-être des troupes pour calmer le jeu, pour que ça ne parte pas en vrille. Et puis, il y a aussi, bien sûr, de la part des Américains et des Israéliens, la tentation est manifestement déjà mise en œuvre, puisqu'il y a eu des arrestations au Qatar et en Arabie saoudite, d'Israéliens qui étaient en train d'organiser des attaques contre ces pays. Donc des attaques qui auraient été des attaques sous faux drapeau, bien sûr, qu'on aurait pu imputer à l'Iran pour détériorer les relations entre ces pays et l'Iran. Bon. Voilà. Pour le reste, bon, il y a des attaques partout, y compris bien sûr sur les sites nucléaires iraniens, sur le site de la centrale de Boucher, à Natanz, bon, voilà, l'aéroport international, la flotte iranienne de surface qui a été, non pas décimée, mais enfin quasiment. Mais il y a toujours quand même une petite flotte de sous-marins iraniens diesel, à ma connaissance, et puis il y a encore des torpilles. Bon, donc tout ça n'est pas fini, tout ça n'est pas fini. Et puis, au plan de l'extension régionale immédiate, alors bien sûr, il y a des pays là, au moment où j'enregistre, le Soudan, je crois le Nigeria, qui commencent à protester violemment contre ce que font les Américains et les Israéliens. Mais il y a surtout une extension concrète des opérations israéliennes au Liban, puisque le Hezbollah a attaqué le nord d'Israël et en fait, les Israéliens ont mis fin de facto au cessez-le-feu de 2024, enfin de la fin de 2024, et sont en train, en fait, à mon avis, de se préparer peut-être à prendre position clairement et assez massivement au Liban. Donc voilà. Alors, le contexte de lancement de cette opération, bon, c'est clair. On se pose la question, est-ce que Trump voulait, Trump ne voulait pas, qui l'a entraîné, est-ce que c'est Israël, est-ce qu'il y est allé lui-même, etc. Il y a eu des déclarations dans tous les sens, y compris de l'administration américaine elle-même, d'ailleurs, c'est très confus.
Je pense que la pression, bien sûr, israélienne était très forte. La pression aussi du lobby israélien aux États-Unis était très forte. Voilà, on a eu droit à toutes les justifications, le programme nucléaire iranien, le programme balistique, l'État sponsor du terrorisme international, enfin on a tout, la menace d'attaques imminentes sur les États-Unis par l'Iran. Bon, ce qui est clair, c'est que quelques semaines avant l'agression, enfin avant le déclenchement de ces frappes, il était déjà clair dans les négociations qui se tenaient à Oman que manifestement l'administration Trump n'avait pas vraiment d'intérêt dans une alternative diplomatique, dans un accord. Alors on a envoyé Witkoff, qui décidément, je pense, il est complètement grillé. Lui, il est grillé sur l'Ukraine, mais il est aussi grillé au Moyen-Orient désormais comme médiateur, parce que on a concentré tout sur la question soi-disant nucléaire, de faire un accord nucléaire avec les Iraniens, parce qu'on savait très bien que si on leur demandait finalement de casser leur programme balistique, ça ne passerait pas. Donc on voulait les amadouer, les endormir, comme la dernière fois. Hein, c'est aussi ce qui s'est passé en juin. Et en fait, on était en train de préparer l'attaque. Voilà, et d'ailleurs au même moment, dans la fameuse interview donnée par Mike Huckabee, l'ambassadeur américain en Israël, à Tucker Carlson, il a expliqué qu'en fait Israël était légitimement, bibliquement entitled, enfin avait une légitimité pour prendre finalement tout le Moyen-Orient s'il le fallait. Ouais, donc vous voyez, il y avait une montée en puissance quand même par certains canaux, mais très publics, d'une détermination américano-israélienne à y aller, parce que ça, c'était quand même une sorte de go indirect donné à Israël, et surtout la démonstration d'une alliance très étroite, à mon avis, entre certains membres de l'administration Trump et enfin qui sont très radicaux, qui sont très théologiquement formatés, si vous voulez, inspirés, et leur pendant en Israël, au sein du gouvernement israélien. Il y a une sorte de fusion idéologique assez claire, et presque eschatologique d'ailleurs. Donc tout ça fait que les négociations, bon, c'était largement du flanc, parce que dire que les Iraniens veulent devenir une puissance nucléaire, bon ben on sait bien que ça n'est pas le cas, puisqu'il y avait eu quand même le JCPOA, que ce sont les États-Unis qui s'en sont retirés, donc l'accord de 2015 sur le nucléaire. Deuxièmement, on sait bien aussi que, d'ailleurs, il y a eu le ministre des Affaires étrangères omanais qui est venu à Washington pour donner une interview et qui a dit qu'un accord était en vue, que les Iraniens s'étaient engagés à ne jamais passer au nucléaire militaire, qu'ils voulaient juste pouvoir enrichir suffisamment déjà pour faire fonctionner leurs centrales existantes, et qu'ils étaient d'accord pour des inspections, etc., etc., etc. Donc, il y a eu toute une mascarade, et en fait, on se rend compte que du point de vue américain, aujourd'hui, dans cette atmosphère d'impunité, finalement, les pourparlers se tiennent, sont mis en œuvre. On dit qu'on va discuter, mais en fait, ce sont quasiment des couvertures pour préparer l'attaque. Donc, il était clair, et d'ailleurs, les services de renseignement américains l'ont dit, que l'Iran ne travaillait plus à un enrichissement important. Ça a été dit par des gens aussi du département d'État, ça a été dit par des sénateurs, ça a été dit par des analystes du Pentagone, enfin bon. Donc, vous voyez, il y a la volonté, malgré tout, de faire quelque chose et d'attaquer parce qu'Israël a considéré, très probablement, et on a convaincu l'administration Trump et le président lui-même, que c'était le moment ou jamais, parce qu'en fait, l'axe et l'aide et le soutien apporté, notamment par la Chine, mais aussi par la Russie, aux Iraniens,
en matière de radars, de défense aérienne, de missiles, etc., allait faire qu'à un moment donné, il deviendrait quasi impossible d'attaquer l'Iran. Et que donc il fallait le faire pendant que c'était encore possible. Et après, on a mis en place le narratif visant à justifier en fait cette décision. Bon. Donc, en tout cas, voilà, que le fait que la posture militaire iranienne ait été essentiellement défensive, même si c'est reconnu par tout un tas de gens, et par les analyses de la menace annuelle que font les États-Unis, d'ailleurs, tout ça n'a servi à rien. Bon, il n'y a pas d'armes nucléaires en Iran. Il n'y a pas de programme balistique non plus qui se voulait offensif. Tout ça est clair, est reconnu, est analysé, est constaté, mais ça ne change rien. Bon. Donc, on y est maintenant, on y est, et Trump a donc pris une décision une décision géopolitique extrêmement radicale, et qui peut s'avérer assez catastrophique. Donc, d'abord, il faut voir que les objectifs militaires et même politiques américains et israéliens sont différents. Voilà. Ça, si vous voulez, du côté israélien, il ne s'agit pas seulement de taper l'Iran pour le mettre à nu, il s'agit de le démembrer, il s'agit de faire avec l'Iran ce qu'on a fait avec la Syrie, en fait. Voilà, pour pouvoir le mettre complètement à plat et pouvoir en finir avec ce qui est considéré par les dirigeants israéliens comme une menace existentielle, et en tout cas, surtout un concurrent, à mon avis, beaucoup plus que une menace militaire, mais un concurrent possible, concurrent économique, concurrent, j'allais dire culturel, concurrent civilisationnel au Moyen-Orient, puissance multiséculaire, puissance non arabe, puissance d'un haut niveau, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, à la fois intellectuel, académique, industriel, technologique, bon, et puissance de 92 millions d'habitants. Voilà. Donc, l'idée d'Israël, c'est vraiment le démembrement. Ça va au-delà du régime change, à vrai dire. Voilà. Donc après, il y a cette idée de la décapitation, parce que pour Israël, il s'agit toujours de taper toutes les têtes, et même si elles sont remplacées, ben on tape, on retape, et on attend qu'il n'y ait plus personne. C'est, à mon avis, assez naïf, mais en tout cas, ça nourrit l'escalade, c'est évident. Et je pense que les Israéliens, évidemment, ont intérêt à ce que les Américains soient de plus en plus engagés, voire englués, dans une guerre d'attrition, parce que cette frappe de décapitation ne produira pas, et n'a pas produit d'ailleurs, de régime change à ce stade. Pour les Américains, évidemment, Trump, lui, il est l'adepte des coups rapides, décisifs, et qu'on peut présenter comme des victoires extraordinaires, j'allais dire la Maduro méthode, méthode Maduro. Bon, comme je l'ai dit, l'Iran, c'est pas le Venezuela, c'est impossible, et surtout, il faudrait pouvoir retourner non seulement une partie de la population, non seulement avoir éventuellement une alternative, une opposition, etc., ce qui n'est pas le cas en Iran, ce qui est le cas à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Et puis surtout, il faut pouvoir soit acheter, soit fracturer, soit retourner une partie de l'appareil militaire et répressif iranien, et politique aussi, pourquoi pas. Et ça, ça ne se produit pas, en tout cas au stade actuel, au moment où nous nous parlons, c'est très loin de se produire. Et les Américains, évidemment, comme je l'ai dit, c'est la Chine qu'ils ont en ligne de mire, et c'est aussi briser ce fameux corridor, et je vous ai mis une carte, ce fameux corridor de transport nord-sud, c'est-à-dire qui relie l'Inde à la Russie en passant par l'Iran. Parce que ça, évidemment, si on arrive à casser ça, on casse une partie des routes de la soie, on casse l'axe qui se consolide avec la Russie et la Chine.
Bon, heu, évidemment, au point où nous en sommes, je ne sais pas encore comment ça va évoluer, mais comment peut-on imaginer qu'il puisse y avoir un régime change à partir des airs? Et donc se pose la question de à quel moment les États-Unis vont être peut-être obligés d'engager des troupes, ou en tout cas des commandos, ou en tout cas, voilà, je ne sais pas encore le format, et ça n'est a priori pas prévu, et j'imagine qu'ils espèrent s'en sortir avant de devoir passer à ce type d'enlisement. Mais on ne voit pas très bien comment un pouvoir alternatif en Iran pourrait être pro-américain, si vous voulez, ou pro-israélien, encore plus. À partir du moment où la structure institutionnelle irakienne tient debout, et c'est le cas, le futur régime iranien, même si ça change, et c'est certainement pas en continuant à assassiner peut-être le fils de Khamenei maintenant qui a pris sa place, que ça va pousser la population à accueillir une autre équipe, si vous voulez, avec joie et ferveur. Donc, tout régime iranien, même plus enclin à la négociation ou à trouver un compromis avec les États-Unis pour arrêter les dégâts, les frais, les morts, la destruction, ne va pas accepter de se dénuder totalement en termes de défense après ce qui vient de se passer, si vous voulez. Parce qu'en fait, c'est la démonstration que l'Iran devrait peut-être envisager le nucléaire militaire. C'est là tout le paradoxe. Les Américains et les Israéliens, en tuant le guide Khamenei, dont je rappelle que c'est celui qui a énoncé, qui a édicté une fatwa interdisant à l'Iran l'acquisition de l'arme nucléaire, car jugée une arme qui est, j'allais dire, du niveau de Dieu, hein, pour parler simplement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas donner à des hommes. Donc après ce que sont en train de faire, et ce que vont continuer à faire manifestement les Américains et les Israéliens contre l'Iran, on voit mal un régime pro-américain où des membres actuels voilà, de ce qui peut diriger en Iran qui viendrait se mettre un genou en terre et dire très bien, nous rendons, nous capitulons. Donc, s'il n'y a pas rapidement un arrêt des combats et des négociations, et pour l'instant, du côté iranien, on n'en veut pas. Trump a tout de suite fait des demandes dès le début, quasiment au bout de 2 jours, a dit, mais si vous voulez, on peut discuter. Larijani a répondu par une fin de non-recevoir. Donc, si les Américains n'arrivent pas à avoir ça d'une manière ou d'une autre et à pouvoir présenter comme une victoire leur action, il y a un risque d'enlisement militaire américain, si vous voulez. Or, Trump ne veut pas de guerre longue. Il n'y a aucun intérêt politique. Il n'y a aucun intérêt politique. Donc, on va très probablement vers une guerre d'attrition. C'est ce qu'Israël veut, mais ce n'est pas ce qu'il faut à Trump, à mon avis. Parce que Israël veut engager les États-Unis dans un déploiement lourd, dans un déploiement durable, détruire, démembrer la structure même de l'État iranien, mais aussi du pays, si vous voulez, voilà, parce que ça reste, comme je vous l'ai dit, son concurrent. Empêcher tout rapprochement, bien sûr, avec l'Arabie saoudite, perpétuer le divide and rule classique au Moyen-Orient. Et pour les Iraniens, eh bien, c'est forcer les États-Unis à en rabattre ou à s'enliser, peut-être même au sol, ce qui serait un nouveau désastre. Voilà. Parce que, alors pour l'instant, ils essaient comment dirais-je, de vider les stocks d'intercepteurs américains. Il faut savoir que pour faire tomber un missile, il faut en moyenne 2 intercepteurs, voire 3. Il faut savoir qu'à ma connaissance, alors bien sûr, il y a des stocks ailleurs qui sont sans doute en train d'être rapatriés,
mais à ma connaissance, les industriels américains en produisent 650 ou 700 par an. Ça fait pas beaucoup. Il y a aussi un problème de missiles. Alors, c'est peut-être pour ça que Pete Hegseth parle des bombes extrêmement lourdes. En tout cas, il faut faire quand même attention à ce que les États-Unis, à un moment donné, n'arrivent pas à bout de défense, si vous voulez, à bout de capacité à la fois d'attaque et de capacité de défense, notamment de leurs vaisseaux, notamment des porte-avions, etc., etc. Donc Trump est dans une fuite en avant qui est quand même difficilement contrôlable. Il prend bien sûr le risque, il y a pas mal de gens qui l'ont alerté, de perdre sa base MAGA, hein, qui avait voté pour un homme qui ne devait pas faire, il devait en finir avec les guerres sans fin, n'est-ce pas? Donc le scénario, les midterms, là, s'annonce très très mal. Le scénario de la guerre éclair est en train de s'écrouler. Jusqu'à quel point peut-il contrôler l'engrenage? Ça n'est pas certain du tout. Je pense que tout ça a commencé par une erreur stratégique dans laquelle les Américains se sont laissés entraîner et ils se sont laissés convaincre, probablement par Israël, parce que tuer Khamenei, c'est non seulement l'homme qui avait fait cette fatwa contre l'acquisition par l'Iran de l'arme nucléaire, et effectivement, comme je vous l'ai dit maintenant, les Iraniens auraient toute raison de penser qu'en fait, s'ils l'avaient tué, rien ne se serait passé. C'est un peu comme les Irakiens, si vous voulez. Donc, est-ce que ça n'est pas, en fait, finalement, remettre un jeton dans la machine d'une éventuelle évolution de l'Iran vers le nucléaire, parce qu'ils auraient tout intérêt, finalement, à l'acquérir. La sanctuarisation, si vous voulez, du territoire iranien devient une évidence. Il faudrait qu'il puisse être sanctuarisé. La défense balistique est une défense donc non nucléaire et dont les Iraniens sont en train de faire la démonstration qu'elle n'est pas nulle, n'est pas suffisante, évidemment. C'est tout le sujet pour Israël, c'est qu'Israël ne veut pas d'autres acteurs nucléaires à part lui au Moyen-Orient, depuis toujours. Mais tuer Khamenei, au-delà de cette fatwa, c'est quelque chose de très grave, en fait, qui vient de se passer. D'abord, l'Iran n'avait jamais eu de leader suprême qui soit devenu martyr, qui avait été assassiné. Je vous rappelle que l'ayatollah Khomeini, lui, il était mort d'une crise cardiaque, si ma mémoire est bonne. Donc ça, c'est voilà, être tué, j'allais dire, par le grand Satan, hein, par les États-Unis, ou même par Israël, si c'est Israël qui l'a fait directement. En plus, pendant le mois du Ramadan, en plus avec sa famille, c'est, j'allais dire, je dirais pas que c'est inespéré, parce que c'est tragique aussi, mais c'est inespéré en termes de symbolique. Et la symbolique, ça compte. Ça compte pour rassembler dans une fureur commune tous les chiites du monde entier. Ça compte même pour rallier des parties du monde sunnite. Ça compte pour démontrer toute l'indignité, si vous voulez, de l'attitude américaine et donc toute la légitimité de la cause iranienne, d'une certaine façon. Donc ça, si vous voulez, c'est dans tous les États islamiques, ça fait monter la légitimité de l'Iran et de Khamenei très très haut, aux yeux encore une fois, de tous les chiites, mais aussi quand même de plus en plus des sunnites. Donc ça, c'est à mon avis, comment dirais-je, le fait que les Israéliens et les Américains n'aient pas pu résister à cela et aient pensé que ce serait une marque de victoire, c'est en fait, comment dirais-je, une gâchette, un déclencheur de fureur globale dans le monde musulman qui, à mon avis, ne va pas forcément leur porter chance. Bon, alors vous me direz, ça va nourrir la guerre, ça va nourrir, c'est de la construction de l'ennemi. Ça, c'est sûr qu'on ne pouvait pas faire mieux de ce point de vue-là pour être sûr d'avoir un ennemi de plus en plus
furieux et déterminé face à Israël et face aux États-Unis. Mais voilà, c'est comme si on nous avait tué le pape, si vous voulez, ou comme si on tuait. Mais encore une fois, ça va dans le sens de ce qui est désormais manifestement un verrou qui a sauté, un verrou mental qui a sauté du côté américain. Du côté israélien, je pense que c'est le cas depuis quelque temps, mais du côté américain, c'est un peu comme d'avoir voulu tuer Poutine, si vous voulez, fin décembre, en laissant les Ukrainiens faire une attaque d'une centaine de drones vers sa résidence à Valdaï. C'est du même ordre. C'est-à-dire, il n'y a plus de limite, quoi. On fait ce qu'on peut faire, on en profite, tous les coups sont permis, c'est la jungle, et chacun peut, et en tout cas eux, s'autorisent à voilà, décapiter un régime. Mais le problème, c'est que dans le cas de l'Iran, contrairement à justement à ce narratif dont nous sommes nous-mêmes les victimes, si vous voulez, à force de dire c'est un État, c'est une dictature épouvantable qui opprime 90 millions de personnes, etc., etc., on mésestime et on analyse mal la structure véritable de l'État iranien et de la société iranienne aussi, mais certainement de l'État iranien et, je dirais, des structures supérieures de l'État iranien. Pourquoi cette frappe de décapitation, donc, ne produit pas l'effondrement du pouvoir? Parce que l'étendue du pays, sa structure de défense, que l'on dit en mosaïque, que les Iraniens eux-mêmes d'ailleurs appellent comme ça, est décentralisée et c'est un atout en fait considérable. Il y a une déconcentration, si vous voulez, des défenses aériennes et d'ailleurs des capacités de lancement de missiles, de drones, et il y a une autonomie des commandements de théâtre. Et c'est pas moi qui le dis, le ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi, l'a dit et a dit, écoutez, si vous voulez, on est, enfin, il l'a pas dit comme ça, mais ce qu'il a dit, c'est que l'appareil militaire iranien, de l'État iranien, est désormais, à partir du moment où il y a eu cette agression américano-israélienne, dans un mode de survie et de guerre totale, si vous voulez. Et les divers commandants régionaux, si vous voulez, ont eu des instructions avant et sont en autonomie, c'est-à-dire que c'est eux qui décident de ce qu'ils doivent faire, de ce qu'ils peuvent faire. Donc même si on décapite la tête, si vous voulez, ça ne change rien. Il y a une déconcentration, une capacité de l'Iran à se défendre en de multiples points avec des commandants de théâtre qui ont une grande autonomie de manœuvre. Il n'y a plus forcément de commandement central, si vous voulez, ou du moins, ils n'ont pas besoin pour se défendre d'un commandement central. Donc, il peut y avoir des erreurs faites du fait de cette décentralisation, de mauvais objectifs choisis, etc. Mais en gros, maintenant que Khamenei est mort, chacun fait un peu ce qu'il juge bon. Les unités militaires, c'est ce qu'a dit Araghchi, sont indépendantes, isolées. Elles agissent en fonction de leurs instructions générales et donc elles ont cette marge de manœuvre, cette autonomie de manœuvre qui est assez large dans leur prise de décision. C'est un peu comme, si vous voulez, des sous-marins qui plongent et pendant des mois, mais ils sont seuls, ils n'ont pas de communication forcément possible avec la surface pour rester invisibles et ils ont des instructions sur ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils devront faire dans tel et tel cas de figure, y compris les plus ultimes. On pense évidemment aux frappes nucléaires. À partir du moment où vous êtes coupé des communications sous la mer pendant des mois, vous devez faire face à tout et vous avez bien sûr des procédures, bien sûr des instructions, mais enfin vous avez une autonomie. Voilà. Et ça rend quand même les choses extrêmement compliquées pour l'adversaire, en l'espèce les États-Unis et Israël. Donc, l'Iran s'était préparé à cette frappe de décapitation, parce qu'on savait que c'était ça que les autres avaient en tête,
Et ils ont autorisé leur commandant de théâtre, si vous voulez, à riposter à volonté, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on a ce qu'on dit une all-out war, c'est-à-dire une guerre totale, guerre lancée, guerre tous azimuts. C'est un peu comme si l'Iran était une espèce de cocotte minute, si vous voulez, qui, dès qu'elle est frappée, réagit dans tous les sens. Donc, ça a des faiblesses du côté iranien, hein, ça emporte des faiblesses, c'est-à-dire faire des campagnes massives de frappe, ça devient plus compliqué s'il n'y a pas de commandement général. En revanche, ça les rend complètement imprévisibles. C'est quand même très compliqué pour les Américains de répondre partout. Donc, et puis surtout, si les Israéliens et les Américains continuent à décapiter, c'est-à-dire à chercher maintenant à faire tomber, et c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment même, ceux qui ont pris la place de ceux qui ont été tués, eh bien, on peut dire que ça va, comment dirais-je, ça leur enlève des interlocuteurs pour négocier. Donc c'est vraiment une logique, si vous voulez, de guerre qui n'est pas prête de se terminer, à mon avis. Voilà, à moins que les Américains comprennent qu'il faut s'arrêter et qu'il se trouve quelques Iraniens décidés à faire un accord intérimaire qui sera évidemment imparfait, mais qui permettra d'arrêter et d'avoir un cessez-le-feu négocié très vite. Bon, donc ce système iranien, si vous voulez, il est très institutionnalisé au plan militaire, mais aussi au plan de la structure institutionnelle, avec le guide suprême, avec le président du Parlement, et avec derrière les gardiens de la Révolution, le conseil des gardiens de la Révolution, les gardiens de la Révolution eux-mêmes, et puis après, en dessous, les forces armées régulières, la police, etc., le reste de l'appareil. Bon. Donc, frapper un homme, si vous voulez, c'est bien, mais ça se heurte, dans ce cas d'espèce-là, à la résilience de tout un système. Donc, il y a des têtes qui tombent, effectivement, on décapite au sens propre, mais comme ça n'est pas une dictature en tant que telle, ben, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, c'est une hydre à plusieurs têtes, si vous voulez. C'est un peu comme, je dirais presque un peu comme la Russie, c'est-à-dire il y a une centralité de la légitimité, qui en l'espèce était celle du guide suprême, bon, qu'on a détruite, mais en dessous, la décision opérationnelle, elle n'est pas isolée, elle n'est pas celle d'un seul homme, et je ne pense pas que Vladimir Poutine, même si c'est à la fin lui qui décide, prenne ses décisions tout seul. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on devrait comprendre s'agissant de la Russie. Donc, frapper de l'extérieur la base, ou même la tête, si vous voulez, enfin la structure, ça renforce la cohésion interne. Et ça renforce aussi le nationalisme de la population, que là aussi on sous-estime. Voilà, voilà. Tout ça pour dire que c'est quand même un problème, à la fois politique et militaire, central pour ceux qui attaquent, et en l'espèce pour les Américains. Donc, évidemment, quel scénario, et je terminerai là-dessus, quel scénario, il y a le rêve américain, le scénario rêve américain, si vous voulez, c'est-à-dire que les Israéliens et les Américains parviennent à prendre le dessus militairement assez rapidement, en 2-3 semaines, hein, on est au 5e jour. Les gardiens s'épuisent, ils se retournent partiellement ou ils se fracturent, la population se soulève ou se divise, et de ce point de vue-là, on sait qu'il y a déjà des actions coordonnées par les services israéliens et par les services américains pour essayer de soulever notamment les populations kurdes, mais aussi baloutches, mais les Kurdes de l'ouest iranien contre le régime. Enfin, voilà, ils sont en train d'essayer de faire en sorte qu'il y ait des milices ou des parties de la population, des communautés qui se soulèvent contre le pouvoir central, enfin,
du pays. Donc ça va peut-être produire des fruits à un moment donné, mais ça va aussi produire du chaos, de la complexité. Donc je reprends mon scénario rêve américain. Les tirs de missiles iraniens s'épuisent progressivement. L'espace aérien rouvre éventuellement. Le détroit d'Ormuz reste partiellement fermé, mais devient quand même assez rapidement opérationnel de nouveau. Il y a une hausse maîtrisée des marchés pétroliers et il y a rapidement un accord nucléaire partiel négocié avec un interlocuteur, soit des gardiens de la Révolution, enfin une équipe, en tout cas du pouvoir, pragmatique. Bon. Soit c'est l'escalade, moi je dois vous dire que je penche plutôt pour cela, une escalade bien sûr asymétrique étant donné le différentiel des forces, mais qui se prolonge, donc une double attrition, chaque partie essayant d'épuiser l'adversaire et ses défenses, avec des pertes américaines qui montent, avec des pertes israéliennes, avec une Europe naturellement dont je n'ai quasiment pas parlé parce que vous avez vu ce qui se passe, on est impuissant, on est une victime collatérale, surtout économique, hein, avec la hausse des tarifs du gaz et du pétrole, de ce que font les Américains, de ce qu'ont décidé les Américains et les Israéliens. Hormuz reste sous tension forte et sous tension permanente. Les Houthis reprennent les armes, enfin ou intensifient leurs opérations en mer Rouge. Voilà, ça c'est voilà le bazar généralisé, si vous voulez. Je parle même pas de tout ce qu'on peut imaginer en termes de cyberattaques, en termes voilà qui peuvent aussi toucher l'Europe, qui peuvent aussi toucher les États-Unis, les proxys irakiens ou le Hezbollah et bon enfin tout ça, ça donne une guerre d'usure qui peut durer plusieurs mois, voire j'allais dire dans un troisième scénario encore pire. C'est l'effondrement de tout, mais là, c'est le chaos total et je ne suis pas sûre que ce soit non plus souhaitable pour l'Iran. Et ça pourrait durer beaucoup plus longtemps, avec une fragmentation totale, avec des luttes même intestines entre éventuellement les gardiens de la Révolution et les forces armées régulières, avec des tentatives bien sûr de corruption, enfin voilà, je pense que nos services, enfin les services occidentaux là seront à la manœuvre pour essayer en fait de morceler au maximum le pays et d'essayer de faire éclater tout ce qui peut encore tenir en termes de cohésion des structures de pouvoir, qu'elles soient militaires ou politiques. Et là, ça veut dire que les marchés du pétrole seront durablement perturbés, ça veut dire que on ne sait pas très bien ce qui peut se passer en termes de prolifération nucléaire. Je rappelle quand même qu'au terme de la soi-disant oblitération du programme nucléaire iranien effectué par les États-Unis dans la guerre des 12 jours, il y a quand même un peu plus de 400 kilos d'uranium hautement enrichi dont on ne sait pas très bien où ils sont. Et ça, ce serait donc un troisième scénario encore plus chaotique, encore plus compliqué pour les Américains. À ce moment-là, soit ils retirent toutes leurs armes et puis toute leur armada et ils laissent l'Iran, comment dirais-je, exploser, imploser. Bon, soit ils seront obligés peut-être d'intervenir de manière plus directe et avec les fameuses boots on the ground. En tout cas, en s'engageant dans ce type d'intervention ultra-violente et totalement irrespectueuse de tout, hein, de toutes les règles écrites et non écrites, de toutes les lois écrites et non écrites, notamment celles des Nations Unies. En fait, les États-Unis utilisent leur pouvoir militaire immense, sans restriction, juste guidés par ce qu'ils considèrent comme étant leurs intérêts nationaux à un moment donné. Ils demandent même plus l'aval du Congrès, ils ne se coordonnent plus avec leurs alliés, ils ne
voilà, il y a eu un ancien directeur des opérations de la CIA, Jack Devine, qui a dit jusque-là, jusqu'à Trump, jamais un président des États-Unis n'a utilisé tout le spectre de ses capacités, de sa puissance. Là, on est avec Trump, on est passé, en gros, sur une échelle de 1 à 10, on est passé de 7 pour les précédents jusqu'à 10, on est au max. Il n'y a plus de limite, il n'y a plus rien, il n'y a plus de barrage mental, intérieur ou extérieur. Finalement, cette nouvelle époque, cette nouvelle ère du pouvoir américain totalement débridé, ne va peut-être pouvoir s'arrêter que si les États-Unis et les forces des États-Unis font face à des conséquences un peu sérieuses, que ce soit militaire sur ce théâtre-là, ou que ce soit économique, financière, et géopolitique d'ailleurs à plus long terme, avec bien sûr les réactions possibles de leurs rivaux, et en tout cas du grand rival, la Chine. Donc ça aussi, ça va être quelque chose à observer. J'ai été extrêmement longue, je sens que je vais essuyer quelques critiques, mais je pense que le sujet et le moment le méritaient. J'espère que vous avez à peu près compris où je voulais en venir. On est entré dans quelque chose de vraiment extrêmement dangereux au Moyen-Orient, et cette recomposition par la force brute et dure, à mon avis, ne va pas aboutir qu'à des conséquences heureuses pour l'Iran naturellement, mais aussi pour un certain nombre d'autres États. Je pense au Liban, mais je pense aussi à d'autres États et à certains peut-être pays arabes alliés traditionnels des États-Unis. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous demande si ça vous a intéressé, de liker, d'appuyer sur la cloche, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens même qui appuient sur la cloche et qui ne reçoivent pas les notifications. Et ça, c'est mystère et boule de gomme. De vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, de nous soutenir via Tipeee, et de m'écouter la semaine prochaine à la même heure. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir, chers amis. Au revoir.